Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans votre émission Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, je vous propose un peu de philosophie, un peu de science autour de la philosophie des sciences et plus particulièrement de la physique. Philosophie de la physique avec mon invité Sébastien Poinat. Bonjour. Bonjour Ibn Marklouf. Très heureux que vous soyez parmi nous, que vous ayez accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation qui m'honore. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci. Alors, j'ai dit rapidement en présentant précisément l'émission. Vous êtes enseignant à l'Université Côte d'Azur, dans le sud de la France, c'est à Nice. Et vous y enseignez la philosophie des sciences. Alors, ce domaine de la philosophie des sciences, il n'est pas toujours bien balisé. Vous avez eu d'abord une double formation. Vous avez fait des classes préparatoires scientifiques, si je ne m'abuse, et puis vous avez intégré une grande école de télécom, et puis vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui se passe autour de la philosophie, et maintenant, pour le faire bref, vous travaillez aussi bien en physique qu'en philosophie des sciences. Alors, ma première question, tout d'abord pour qu'on fasse connaissance avec vous, quelles furent vos motivations pour ce double profil ? J'ai toujours été attiré à la fois par les sciences et par la philosophie. Et j'ai hésité, après mon baccalauréat, entre les différentes filières. J'avais envie, initialement, de faire vraiment des mathématiques et de la physique. Et donc j'ai fait une classe préparatoire scientifique. J'ai intégré effectivement une école d'ingénieur en télécommunications. J'ai beaucoup appris. De l'informatique, de l'électronique, de la physique optique. Vous êtes bienvenu ici dans l'Université Polytechnique. Voilà, je me sens à l'aise effectivement. Disons que progressivement, l'intérêt pour la philosophie est allé croissant parce que j'avais envie de m'intéresser à des questions peut-être plus larges, plus générales, toujours en lien avec les sciences, mais plus générales, moins appliquées. Il y avait beaucoup de questions qui m'intéressaient concernant les mathématiques qu'on utilise en sciences, concernant les fondements de ces théories. Et je dirais que le processus s'est fait progressivement. J'ai donc, en parallèle de mes études scientifiques, commencé des études de philosophie. Voilà, vous vous êtes dit, il faut se mettre à l'école de la philosophie. Parce que certains pensent que la philosophie vient comme ça, spontanément. Non, c'est des études, il y a de la technicité aussi. Oui. Et traditionnellement, la philosophie s'est constituée en partenariat avec d'autres disciplines, et en particulier avec les sciences. Descartes, Leibniz, Pascal, tous ces grands noms du XVIIe siècle. La division est toute récente, c'est une division institutionnelle qu'on peut dater en Europe au XIXe siècle. Et puis bon, comme le Maroc et d'autres pays ont été colonisés, on a repris un petit peu ce mood, mais vous avez raison, aussi bien dans la tradition arabo-musulmane, Ibn Rushd, Averroès, Ibn Sina, Avicenne, ils étaient médecins tout aussi bien que logiciens, que philosophes. La division s'est faite assez récemment et puis certains, comme vous, refusent cette division. Absolument. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de faire en philosophie des sciences, c'est vraiment de travailler avec un pied en sciences, un pied en philosophie. C'est dans ce dialogue entre les deux disciplines, je pense que l'on peut construire une pensée vivante, actuelle, dynamique, et que l'on peut poser un certain nombre de grandes questions qui concernent la philosophie des sciences en particulier. Alors tout cela suppose un travail en équipe. Vous avez construit à Nice, moi je vois passer toutes les annonces de séminaires, vous avez construit à Nice véritablement un séminaire avec des physiciens. Vous sortez du département de philosophie et vous allez vers les physiciens et vous avez véritablement des discussions sur les débats contemporains autour de la discipline de la physique, mais maintenant aussi avec un regard de philosophe. Absolument. Je crois que pour avoir une pensée philosophique, il faut être en dialogue avec les autres disciplines. On ne peut pas tout faire tout seul et donc il faut nouer des partenariats. Et donc nous avons un séminaire, nous avons même constitué un institut fédératif de recherche en épistémologie qui rassemble d'autres disciplines, des collègues d'autres disciplines, pour essayer de travailler ensemble. Quelles sont les disciplines que vous fédérez ? Nous avons à la fois des sciences humaines et sociales, des économistes, des géographes, des sociologues, mais nous avons également les sciences formelles et sciences de la nature. Il y a le laboratoire de mathématiques, de physique, d'astrophysique, de chimie, et nous essayons de travailler tous ensemble. Ça n'est pas évident, ça demande du travail, de compréhension, de dialogue, et c'est ça, je crois, qui est fertile et qui nous permet
de renouveler les interrogations philosophiques, de les penser différemment. Souvent, on retrouve des vieilles questions, mais on les aborde différemment à la lumière de l'actualité des sciences. Et quand vous revenez chez vous, si je puis dire, au département de philosophie où vous êtes, tout cela, je pense que c'est une respiration. Est-ce que vous arrivez à faire passer cette respiration scientifique auprès de vos étudiants philosophes ? Écoutez, j'y travaille. Les étudiants nos étudiants de philosophie, ils sont sensibles à cette ouverture à d'autres disciplines. Et c'est en plus une spécificité de mon laboratoire d'entretenir ces ouvertures pour ce qui me concerne du côté des sciences, mais il y a d'autres collègues qui pratiquent cette ouverture disciplinaire vers le droit, vers les arts, etc. Et donc nos étudiants ont l'habitude de travailler en philosophie en se nourrissant de disciplines extérieures. Je crois que la philosophie ne peut pas rester enfermée sur elle-même, tourner en rond en quelque sorte. Elle a besoin, et c'était, comme je disais tout à l'heure, son histoire, elle a besoin de s'alimenter, prendre ses aliments à l'extérieur et ensuite d'en faire son miel en quelque sorte. Et puis de nouveau, d'aller à l'extérieur. C'est dans ce va-et-vient, je crois, qu'on peut essayer de bien penser, de faire de la philosophie. Alors après avoir fait connaissance avec vous et votre milieu scientifique et philosophique, on va approfondir un peu vos recherches spécifiquement parlant, à proprement parler, vos propres recherches. Vous avez fait une thèse pour explorer les différentes interprétations autour de la mécanique quantique. La mécanique quantique, en quoi elle vous a attiré de toutes les autres disciplines de la physique? Pourquoi vous avez été vers ce côté de la mécanique quantique que vous allez d'abord très rapidement présenter? Alors, la mécanique quantique, c'est une théorie qui est née il y a 100 ans. Nous sommes en train de fêter le centenaire de la naissance de la mécanique quantique. Et c'est une théorie qui, d'emblée, a interrogé, y compris les pères fondateurs de cette théorie. Bohr, Heisenberg, Einstein, Schrödinger, tous ces grands noms de la physique, se sont interrogés sur la théorie qu'ils étaient eux-mêmes en train de constituer. Et ils se sont posés bien sûr beaucoup de questions de physique, mais ils se sont aussi posés des questions de philosophie. Et donc c'est un terreau formidable d'interrogation à la fois physique et philosophique. La discussion philosophique court depuis ces années-là. Depuis 100 ans, on discute de la mécanique quantique dans ses implications physiques et philosophiques. Alors précisément, cette mécanique quantique, on la distingue bien sûr de la mécanique classique, on y reviendra du moment des cartésiens et galiléens et newtoniens, mais cette mécanique quantique, vous, la spécificité de votre travail, c'est d'explorer, comme je le disais, les interprétations que vous appelez hétérodoxes et orthodoxes de cette mécanique quantique. Pourquoi cette partie de la physique a vu se développer de multiples interprétations? Alors, parce qu'elle touche à nos manières ordinaires de penser. Une des particularités de la mécanique quantique, c'est que les grandeurs physiques sont quantifiées. Elle tire de cette caractéristique son nom. Elle peut prendre, il y a des valeurs qui sont autorisées, des valeurs qui sont interdites. On peut obtenir comme résultat de la mesure, quand on fait une mesure, on peut obtenir des valeurs 0, 1, moins 1, mais pas 0,5. Il y a donc des valeurs qui sont interdites. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Comment est-ce que l'on peut comprendre cette nouvelle situation en physique ? Autre caractéristique... Donc une résistance à la mesure. Une résistance à certaines mesures. Oui, et une obligation pour nous de repenser nos manières traditionnelles de penser justement la mesure. Oui, parce que mesurer, quantifier, c'est propre aux sciences. Bien entendu, mais nous le faisions d'une certaine manière. Les sciences le font depuis des siècles, mais elles sont obligées avec la mécanique quantique d'avoir de nouvelles manières d'aborder ces opérations-là de mesure. Une autre caractéristique, c'est le fait que le résultat de la mesure est indéterminé, il est aléatoire. Souvent, en général, on a seulement des probabilités de résultat. Le résultat peut être ceci ou cela. Et la question philosophique... Par où est passé l'électron ? Par exemple. Ou bien on envoie un électron, on envoie un photon sur une lame semi-réfléchissante. Il a une chance sur deux de traverser la lame semi-réfléchissante ou d'être réfléchi. Une chance sur deux. Une chance sur deux. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'aléatoire intrinsèque ? Est-ce que ça veut dire que la nature est indéterminée ? Ou bien au contraire, est-ce qu'il faut considérer que cet aléatoire est simplement dans notre tête, c'est simplement notre ignorance ? Et donc,
la philosophie des sciences ne peut pas rester indifférente évidemment à ces questions. Les physiciens la prennent en charge à leur manière, mais il faut aussi que la philosophie Et la philosophie intervient dans ces cas-là par plusieurs attitudes qu'on dit épistémiques. Là, en dehors de nous, la position réaliste, c'est bien dans la réalité. Vous parlez aussi du conventionnalisme. Alors, précisément, quand on dit conventionnalisme, ça veut dire que c'est un peu nous qui fixons les choses? Oui, et la mécanique quantique, elle nous oblige à repenser effectivement nos grandes catégories de philosophie. Par exemple, le réalisme ou le conventionnalisme. Le réalisme, c'est l'idée qu'il y a une réalité déjà constituée, qui se tient devant nous, et que nous viendrions en quelque sorte révéler. Juste la découvrir, la révéler. Et non pas la construire. Exactement. Alors, cette position, elle est difficile à tenir avec la mécanique quantique, parce que selon la manière dont vous mesurez votre objet, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Voilà, on dit toujours l'observateur est impliqué dans ce qu'il observe. Et tout se passe comme si l'observateur perturbait, en quelque sorte, le système qu'il est en train de mesurer. Alors est-ce qu'on peut continuer de parler de ce système alors même que dès qu'on essaie de le connaître, on le modifie, on le perturbe? Il y a comme cela différentes positions qui se sont développées, qui ont été développées. C'est ce qu'on appelle des interprétations. Alors effectivement, j'ai distingué les interprétations orthodoxes et les interprétations hétérodoxes selon la manière dont elles transformaient ou pas le formalisme standard de la mécanique quantique. D'accord. Les uns et les autres se sont sentis obligés d'introduire des modifications, parfois pour des raisons physiques, parfois pour des raisons philosophiques, pour essayer de trouver un discours cohérent à propos de la mécanique. Et commun. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à faire consensus, à trouver un consensus. Et il y a de la cohérence, mais peut-être pas du partage. C'est ça ? Il n'y a pas de partage. Alors, il y a donc beaucoup d'interprétations qui sont proposées de la mécanique quantique. Chacune en elle-même cohérente. Chacune en elle-même assez cohérente. Assez cohérente. Jamais totalement. Chacune a ses difficultés. Oui. Et les uns insistent sur telle difficulté, de telle interprétation qu'ils rejettent, d'autres insistent sur d'autres difficultés. C'est de bonne guerre, ça s'appelle une controverse scientifique. Exactement. Cette controverse dure depuis 100 ans et ça nous interroge sur justement notre rapport au savoir, à la connaissance, à notre capacité à créer du consensus. En général, en science, on finit par obtenir du consensus et la mécanique quantique, elle, résiste. C'est ça. Et précisément, vous avez dit beaucoup de choses autour de cette indétermination, de cette relation à la réalité. Ça, c'est véritablement tout votre premier travail autour de la mécanique quantique. Et puis, vous avez fait comme un retour, à partir d'une figure quand même du XXe siècle, qui s'appelle Gaston Bachelard, sur la mécanique classique, sur Descartes et Galilée, pour interroger la notion d'incertitude. Mais avant cela, Bachelard, quand je vous lis, est celui qui vous fait en quelque sorte la médiation pour passer de ce XXe siècle au XVIIe siècle. Pourquoi redécouvrir Bachelard, si je puis dire? C'était une figure dominante des années 50-70 et puis il a été un petit peu éclipsé. Et quand on vous lit, vous le remettez au premier plan. Pourquoi? Ce qui m'intéresse tout particulièrement chez Bachelard, c'est son rapport à la fois à la pratique des sciences. C'est un philosophe qui s'intéresse aux sciences telles qu'elles se font, telles qu'elles se pratiquent. Il était lui-même physicien, chimiste, très informé des sciences de son temps, et sa philosophie est parfaitement en lien avec le développement contemporain des sciences. Ça, c'est le premier aspect qui m'intéresse tout particulièrement chez Bachelard. Le deuxième aspect, c'est qu'il s'intéresse au développement effectif des sciences, et il intègre l'histoire. Et il essaie... L'histoire de la discipline. Exactement. Et il essaie de trouver une meilleure compréhension de la science qu'il est en train d'étudier, par exemple de la physique, à la lumière de son histoire, en intégrant les différentes étapes historiques. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement éclairant. C'est une manière d'interroger les sciences de l'intérieur, au plus près de leur histoire, de leur développement effectif, pour ensuite avoir un point de vue philosophique, qui n'est pas prisonnier, c'est pas du scientisme où on se contenterait de répéter ce que dit la science. Non. On essaie ensuite de faire de la bonne philosophie, mais à partir des notions, des concepts, des problèmes. Et puis, ce qui vous intéresse chez Bachelard aussi, c'est d'avoir dans notre façon de connaître, notre voisinage avec les lacunes,
avec les erreurs, avec les faux pas. Aujourd'hui encore, il y a des scientifiques qui s'engagent dans une hypothèse, qui mettent même de l'argent pour se rendre compte que c'est une impasse. Alors, parfois, malheureusement, on dit « bon, ben, vous n'avez pas trouvé, on ne vous donne plus de fonds ». Et puis d'autres qui respectent plus la recherche en disant « écoutez, au moins grâce à vous, on comprend que cette voie est une impasse, maintenant on va aller ailleurs ». Et donc, pour vous, Bachelard est quelqu'un qui avait théorisé le faux pas scientifique. Oui. C'est quelqu'un qui croit d'abord en la science, en ses pouvoirs, en sa force, qui croit au progrès scientifique. Il dit, nous connaissons de plus en plus, il y a du progrès en science. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de difficultés. Et il essaie de Des obstacles. Des obstacles épistémologiques. Les obstacles épistémologiques, ils existent pour chacun d'entre nous, mais ils existent aussi en science. Alors quand vous dites pour chacun d'entre nous, précisez nos préjugés, nos façons de penser. Absolument. Lorsque nous naissons, d'emblée, nous sommes adaptés à la vie quotidienne, à l'action, etc. Et il faut progressivement réformer son esprit. On ne le fait pas en une fois. On n'accède pas facilement aux électrons en regardant autour de soi. Exactement. Ça demande un travail sur soi, de réforme de son esprit pour surmonter les obstacles épistémologiques. Et c'est ça, développer la connaissance et surmonter les obstacles épistémologiques. Et il dit, tout progrès en science est la réforme d'une illusion. Nous sommes finalement au départ pleins d'illusions et nous devons petit à petit les surmonter. Et ce que chacun d'entre nous doit faire au moment de l'éducation, lorsqu'il grandit, etc., la science, les scientifiques le font aussi. Et c'est cela qui explique le progrès scientifique. C'est que petit à petit, nous réformons, nous comblons des lacunes, nous rectifions des erreurs. Et donc, je vous reprends sur le progrès scientifique. Ouais. Pour lui, ce progrès vient essentiellement de l'aspect cumulatif des mathématiques, ouais. C'est-à-dire que les mathématiques construisent socle par socle, brique par brique, et on a finalement sur les siècles un aspect cumulé, même s'il est parfois révisé, tout ça. Et donc, a-t-il ou avez-vous, en lisant Bachelard, d'autres indications dehors des mathématiques pour expliquer la notion de progrès scientifique? Ma lecture de Bachelard, c'est que les mathématiques sont le facteur essentiel pour le progrès. Pour le progrès scientifique. Ça nous permet de... Parce qu'elles mettent en forme, c'est un langage de mise en forme? Parce que c'est un langage de mise en forme et parce que c'est un langage de mise en relation entre les entités. Les mathématiques mettent en relation les objets mathématiques et ce formalisme traduit ce qui se passe dans la réalité. C'est grâce à ces relations que l'on peut avancer. Il permet aussi, le langage mathématique, d'établir des démonstrations, de faire des raisonnements parfaitement rigoureux. Et donc c'est cela qui permet de progresser. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a des illusions à rectifier. Et donc c'est dans ce va-et-vient. Et Bachelard est quelqu'un qui s'oppose à la fois à ceux qui dévalorisent la science, ou pensent que la connaissance est trop difficile. Il dit mais non, grâce aux mathématiques, on peut avancer, on peut progresser. Et d'un autre côté, il s'oppose à ceux qui disent que la science est capable d'avoir des certitudes définitives. Non, dit-il, jamais. La science se réforme elle-même en permanence. Et lui-même essayait d'appliquer cela à sa propre philosophie. Alors vous m'offrez la très belle transition en parlant de certitude et le refus des certitudes définitives, parce que maintenant vos travaux tournent beaucoup autour de la notion d'incertitude pour laquelle vous preniez le cadre de la mécanique classique et non plus la mécanique quantique, pour laquelle vous preniez le cadre de Galilée et Descartes. Oui. Alors quelques mots sur cette notion d'incertitude et puis sur ce cadre de la mécanique classique. Alors l'idée d'incertitude, je crois que ça se comprend par rapport au vieil idéal de certitude que l'on retrouve chez Aristote, avant ça même aussi chez Platon, que l'on trouve aussi chez Descartes. Et traditionnellement, on pense la connaissance scientifique comme étant certaine, sous peine de ne pas être de la véritable connaissance. Je repense à une phrase de Descartes, chercher un fondement ferme et constant dans les sciences. Exactement, voilà. Exactement. Sauf que, au moins dans la pratique, cette exigence de certitude est très difficile à atteindre. Et ce que je cherche à montrer, c'est que dès la naissance de la science moderne en Occident, telle qu'elle est née en tous les cas en Occident, donc c'était au XVIIe siècle, il y aurait d'autres enquêtes à mener sur d'autres siècles ou dans d'autres contextes.
Mais en tous les cas, chez Galilée, chez Bacon, y compris chez Descartes, en dépit de ce qu'il écrit, mais sa pratique est un peu différente, on trouve l'idée que la connaissance peut être en même temps scientifique et incertaine. Incertaine, ça veut dire seulement probable. Ça veut dire qu'on a des raisons. C'est pas de l'incertitude absolue. Non. Non. Définitive. Bien entendu. C'est pas de l'ignorance. C'est pas de l'ignorance. Pas de l'ignorance. Nous avons des raisons, nous avons mis en place des méthodes qui permettent de penser que sans être tout à fait sûr. On a de bonnes raisons, on n'a pas de raison définitive. Et c'est cela que j'essaie d'étudier. Alors au XVIIe siècle, chez les auteurs dont j'ai parlé, on la retrouve chez Bachelard. Et effectivement, Bachelard m'intéressait parce qu'il fait le lien entre la physique classique et la physique contemporaine. Et on la retrouve aussi à l'œuvre au sein de la mécanique quantique, avec toutes les difficultés dont on a parlé tout à l'heure. Il est difficile d'avoir des certitudes définitives en la matière. Et donc je crois que c'est une notion qui traverse ces différents siècles, qui présente au-delà peut-être même des sciences physiques, bien sûr. Alors absolument. On peut prendre un exemple qui me vient spontanément, mais il y en aurait 100 autres. Une collègue en archéologie qui me disait, mais nous en archéologie, on ne trouve jamais que des traces, des fragments. On n'a jamais de certitude définitive. Mais en dépit de cela, nous pouvons avancer. Nous arrivons à fouiller, à trouver des ossements, des choses, etc., grâce à nos hypothèses. Et c'est cela, finalement, la connaissance. Moi qui travaille avec les médecins, ils disent toujours savoir fragmentaire, savoir modeste et fragmentaire. Et c'est très important, loin des illusions, là encore, scientistes, où on va tout savoir. Et maintenant, comme vous le savez, ce paradigme qui a l'air de se généraliser de l'intelligence artificielle, que tout va être calculable, mais dans la vie, tout n'est pas calculable, et dans les sciences même, tout n'est pas calculable. Et cette idée que, précisément, garde cet idéal illusoire d'une certitude scientifique. Et je crois que c'est très important pour la raison que vous venez de dire. C'est aussi important pour ne pas créer de fausses attentes à la science. Sinon, on risque d'être déçu. Bien sûr. Et finalement, tellement déçu qu'on pourrait s'en détourner. Bien sûr. Donc, il faut pas être naïf. Il faut savoir que la science a à la fois des pouvoirs, est capable de progresser, et en même temps qu'elle rectifie ses erreurs. Exactement. Et que tout cela reste assez fragmentaire quand même. Nous arrivons presque au terme de l'émission. Le dernier volet que je voudrais aborder avec vous, c'est vos engagements institutionnels. Vous dirigez actuellement la revue Noesis, une très belle revue qui devrait être modèle pour toutes les universités. C'est une revue née de l'université du département de philosophie et c'est un travail colossal parce que publier des livres, c'est très bien, mais le travail en cours, les revues d'université sont vraiment le travail en cours et ça archive précisément le travail en cours et en même temps le travail universitaire qui ne trouve pas toujours facilement édition publique hors revue. Donc vous la dirigez, ça c'est un travail énorme, mais aussi je connais vos engagements pédagogique. Vous avez pendant longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, participé à la formation des maîtres. Quand on dit formation des maîtres, qu'est-ce qu'on dit ? Ça correspond à quoi en France ? En France, c'est la formation. Oui, c'est la formation donc des enseignants. Des enseignants, pas seulement des instituteurs. Enseignants, alors instituteurs, en France on dit professeur des écoles, donc premier degré, mais aussi donc professeur de collège et lycée, second degré. D'accord, tout cela entre dans la catégorie formation des maîtres. Oui, et alors j'ai effectivement pris des responsabilités, j'étais très engagé dans ces questions-là. Elles sont intéressantes à la fois parce que c'est de l'action collective, c'est des grosses structures avec beaucoup d'étudiants, avec des enjeux importants et c'est des choses qui m'intéressent. Il y a un côté aventure humaine derrière ces responsabilités. Transmission, et puis rôle social. Moi je suis attaché à l'idée que la philosophie ne doit pas rester close sur elle-même dans les bibliothèques, etc. Vous l'avez dit tout à l'heure pour les sciences, vous le dites également bien sûr pour la vie citoyenne. Pour notre relation aux autres collègues dans les autres cadres non universitaires. Voilà. Et par ailleurs, il y avait un enjeu épistémologique, intellectuel, autour de la question de comment on forme un enseignant. Le métier d'enseignant, c'est un métier qui est difficile parce qu'il exige à la fois des connaissances théoriques,
mais aussi de la pratique, de l'expérience, du savoir-faire. Et quand on met en œuvre la formation, il faut arriver à créer des liens entre cette exigence de théorie, de connaissances, et en même temps l'autre exigence de pratique, de stages à multiplier, de terrain, de savoir-faire à développer. Et, stage de terrain, je rebondis sur ce terme, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne lance pas tout de suite l'enseignant devant la classe après son diplôme. Il faut qu'il soit un peu sous l'œil de quelqu'un d'autre, qu'il voit faire un professeur déjà chevronné. Oui, exactement. Alors, ça renvoie à quelque chose qu'on appelle le praticien réflexif, qui a été inventé, c'est une notion qui a été inventée par un philosophe qui s'appelle Daniel Schön. Praticien réflexif. Et ce philosophe américain, travaillé dans les années 80, s'appelle comment? Daniel Schön, a développé cette idée que l'enseignant, pas seulement l'enseignant, mais notamment lui, il devait résoudre des problèmes à chaque fois nouveaux. Et il a besoin pour ça de faire appel à la fois à ses connaissances et à son expérience. Il doit inventer des solutions nouvelles à des problèmes qui lui arrivent au quotidien. Il ne se contente pas d'appliquer mécaniquement des recettes de cuisine ou bien... Ni de resservir le même cours. Exactement. Il doit inventer des nouvelles solutions à des problèmes toujours un peu différents. Un peu différents, oui. Et nous, dans la formation, on essaie de donner des outils, on essaie de construire, d'aider les jeunes enseignants à construire une pensée et un savoir capable ensuite de se déployer dans des terrains différents, de faire face à cette nouveauté. Et ça, intellectuellement et humainement, j'ai trouvé ça passionnant. Alors je ne m'en occupe plus, j'ai passé la main parce que c'était... Ah, vous l'avez fait longtemps? Je l'ai fait pendant 6 ans. C'est vous dire l'intérêt que j'avais pour la chose. Oui. Mais c'est bien aussi que ça tourne. Et puis, bien sûr, ça me permet moi de retrouver aussi d'autres amours pour la philosophie des sciences, de retrouver du temps pour me consacrer davantage à la philosophie des sciences. Mais j'aimais bien aussi cet aller-retour entre des responsabilités institutionnelles et puis un retour à la recherche, à l'enseignement, des choses plus classiques pour un enseignant-chercheur. Monsieur Sébastien Poinat, merci beaucoup de votre passage auprès de nous dans cette belle université, Mohamed VI Polytechnique. Merci. Merci beaucoup Ali Ben Maklouf. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Merci. Au revoir.